population décimée par l'esclavage et non seulement par la maladie comme on le prétend, reste un problème aigu pour tous les Africains. Le Zaïre, le Congo, avec une grande partie de l'Afrique équatoriale, forment en quelque sorte la même zone naturelle avec les mêmes caractéristiques économiques. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas cherché à séparer artificiellement les deux rives du Zaïre dans la revue comme celle-ci, dans une revue comme celle-ci. L'importance du bassin du Zaïre est indéniable pour tous les Africains conscients, en particulier pour nous, Africains francophones, qui sommes plus aptes que nos camarades d'expression anglaise, portugaise ou autre, à entrer directement en rapport avec les ressortissants de ce territoire, donc du Zaïre, par la langue, je veux dire, en vue de tisser entre nos peuples des liens vitaux, définitifs, pour bâtir notre avenir commun. Et voici la phrase clé de Cheikh Anta Diop. Tous les pays africains devraient participer à l'équipement industriel de cette région, il parle du Zaïre, en particulier à la reprise de la construction du barrage d'Inga, qui était prévu pour une production de 400 milliards de kilowatts annuels au Zaïre. Donc voilà un passage de Cheikh Anta Diop, un passage. Page 79, page 80 pour ceux qui sont soucieux de vérifier les sources, de son ouvrage « Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire ». Bien, ce passage montre que Cheikh Anta Diop ne considère pas la question du barrage hydroélectrique du Grand Inga comme une question relevant uniquement de la souveraineté de la RDC. Mais c'est une question vitale pour l'industrialisation de l'Afrique. Donc, ça veut dire que pour Cheikh Anta Diop, l'industrialisation de l'Afrique est aujourd'hui, nous sommes en 1960. J'ai dit aujourd'hui pourquoi? Parce que là, on est en 2016. Nous sommes en 1960. C'est une question vitale pour le continent africain. Cheikh Anta Diop ajoute une chose, et après je vais passer la parole au professeur. Il ajoute que si jamais ce plan d'industrialisation de l'Afrique qu'il préconise dans son ouvrage, et dont je viens de lire quelques extraits, bonjour frère, ça va, dont je viens de lire quelques extraits. Donc c'est la troisième partie du livre, intitulée « Industrialisation de l'Afrique noire ». Industrialisation de l'Afrique noire. Il considère que pour quelque raison que ce soit, il en cite trois, l'égoïsme des élites politiques qui ont hérité des territoires fossilisés par les frontières héritées de la colonisation. L'égoïsme des élites, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est le blocage des grandes puissances qui comprennent que le jour où les Africains vont industrialiser leur continent, ces grandes puissances ne pourront plus jamais venir en Afrique pour dire que l'Afrique est un continent pauvre. Parce que c'est à partir de l'Afrique, au contraire, qu'on va électrifier l'Europe. C'est le contraire. Et troisième raison, c'est ce que Cheikh Anta Diop appelle les traumatismes millénaires de la race noire par suite de l'avilissement quotidien dû à l'esclavage. Parce que la race noire pense que toute issue ne peut venir que du blanc. Et ce n'est pas seulement ceux qui dirigent les pays, c'est la population. C'est-à-dire, si on dit qu'un noir est venu, on dit que le professeur Adjamabo est venu, et qu'il a apporté la solution à tous les problèmes de l'Afrique liés à l'eau,
à l'électricité. On va dire non. On s'est trompé de casting. Ce n'est pas le bon. Il faut qu'il y ait un blanc. S'il y a un blanc qui dit qu'il s'appelle Jean-Louis Borloo, oui, c'est sérieux. Mais si on dit à Adjamabo, non, non. Les Africains même vont dire, mais depuis quand le noir peut être porteur d'une solution aux problèmes de son continent? Puisque tous les problèmes du continent sont dus au noir lui-même. Tous les problèmes du continent sont dus au noir. Le blanc, c'est celui qui vient éteindre l'incendie. Le noir, c'est le pyromane de son propre continent. À se voir. Donc, une fois qu'on a intégré cette dimension, on peut comprendre pourquoi la question des plans d'industrialisation de l'Afrique se pose avec une acuité particulière en 2016. En 2016. En 2016, toutes les grandes puissances émergentes, en fait on dit puissance émergente en citant la Chine, mais la Chine est la première puissance du monde. En fait les États-Unis sont troisième en fait. Hein, s'ils prennent leur propre classement en fait. La Chine numéro 1, l'Inde numéro 2. Le problème de l'Inde c'est la pauvreté. C'est-à-dire par rapport à la population, la redistribution des biens. Mais l'Inde au niveau de la Silicon Valley indienne, au niveau du cinéma, l'industrie cinéma, ils sont devant les États-Unis. Et démographiquement, ils ont plus de potentialité démographique que les États-Unis. Or, c'est un élément important, ajouté à l'énergie. Ouais. Donc, en fait, les États-Unis continuent à se présenter comme la première puissance au monde, mais tout le monde sait que c'est la Chine, que l'Inde est deuxième. Les États-Unis sont troisième, mais vont être bientôt dépassés. Donc, quel est le seul continent qui peut être premier en moins de 25 ans? Mais à une condition, c'est l'Afrique. En moins de 25 ans, l'Afrique peut être la première puissance mondiale, mais à condition qu'il y ait les États-Unis d'Afrique, ou l'État fédéral africain. Donc, lorsque le professeur Adjamabo nous parle, parce que c'est un spécialiste, c'est un ingénieur de l'École nationale des ponts et chaussées de Paris. Donc ce n'est pas seulement quelqu'un qui fait de la théorie comme moi. C'est un ingénieur. Bon, il est aussi membre du panel, oui, de l'Union africaine et du NEPAD. Vous connaissez le NEPAD pour la science, la technologie et l'innovation. Ceux qui ne connaissent pas le NEPAD, il va leur en parler. D'accord? Donc ça veut dire qu'il est un ingénieur et quelqu'un qui est en même temps dans la fine fleur de l'ingénierie et de l'innovation de l'Union africaine. D'accord? Ça veut dire que ce qu'il dit là, s'il en parle à l'Union africaine, ça a plus de portée que nos conférences. C'est pour cette raison que je lui ai demandé de nous faire l'honneur d'introduire cette problématique. Et il a accepté. Mais il a insisté pour qu'on mette le titre suivant sur les plans. Donc vous voyez les plans d'industrialisation de l'Afrique selon Cheikh Anta Diop et Kwame Nkrumah. Le sous-titre, les contributions des projets de la compagnie pour l'énergie en Afrique. Ça c'est la compagnie que le professeur Adjamabo a créée lui-même et dont il vous parlera, n'est-ce pas? Et du barrage hydroélectrique du Grand Inga. Voilà donc les questions fondamentales qui seront abordées avec vous. Je ne saurais trop recommander aux uns et aux autres de prendre des notes. Parce que demain en Afrique, où que vous soyez, si on vous demande, mais vous parlez de développement de l'Afrique, est-ce que l'Afrique est même industrialisée? Est-ce qu'elle peut même s'industrialiser? Vous aurez ce soir des arguments pour dire, nous pensons que tout ce qui est dit dans les médias, ce n'est pas conforme à la réalité des faits, parce qu'il a existé des plans d'industrialisation. Et au terme de son intervention, moi-même, j'aborderai un cas qui semble décalé. C'est l'histoire. L'histoire millénaire. Mais un cas, précisément, et je vais finir sur ça,
où vous voyez des projets d'innovation, comme la création de grands lacs artificiels, les premiers dans l'histoire humaine, etc. Que nos ancêtres les plus lointains, parce qu'on dit, c'est qui le grand panafricaniste? Tout le monde répond Nkrumah. Mais ceux qui sont plus anciens disent c'est Garvey. Mais le premier panafricaniste, c'est Narmer. Le premier panafricaniste, c'est Narmer. Le pharaon Narmer, c'est le premier panafricaniste. Voilà. Donc, ça veut dire que cette affaire que nous appelons le panafricanisme des peuples a des racines millénaires. Mais si on veut que l'Afrique soit fédérée, il y a 3 arguments qui ne porteront pas. C'est l'argument religieux. Si vous dites ça, toute l'Afrique va être en guerre. Pour les raisons que vous savez, mes frères. Bien, c'est-à-dire l'intrusion des religions abrahamiques et les méfaits et les forfaits de cette intrusion. La deuxième chose, si vous dites, nous voulons aussi un développement de l'Afrique, mais en étant un développement socialiste ou capitaliste, ou ceci, les Africains vont dire, ah non, nous on n'est pas capitaliste, on n'est pas socialiste, on n'est pas... Ça veut dire idéologique, clivage idéologique, après le clivage confessionnel. Mais si vous dites, prenons le pari de faire le développement de l'Afrique à partir du barrage hydroélectrique du Grand Inga. Toute l'Afrique a besoin d'être électrifiée. D'accord? Alors nous avons le choix entre c'est Borloo avec EDF, GDF, ou alors c'est l'Afrique qui s'électrifie en partenariat avec les autres pays. Parce qu'il ne faut pas voir l'Afrique comme un territoire qui vit en autarcie, hein, coupé des courants du monde. Nous sommes dans un monde qui est en développement. Donc le professeur Adjamabo peut être amené à donner des exemples qui sont des exemples concernant la Chine, d'autres puissances. D'accord? Parce qu'on est dans un monde où on apprend chacun de tout le monde. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que tout le monde a appris des Africains au départ. Voilà. Donc voilà pourquoi je remercie le professeur Adjamabo et je lui demande donc de bien vouloir nous communiquer, n'est-ce pas, dans le laps du temps qu'il jugera utile, hein, la substance de son travail, qui est un travail de recherche qu'il a fait depuis plusieurs années, et je puis en témoigner. Voilà, professeur Adjamabo, vous avez la parole. Merci. 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 Voilà, et donc le professeur Gomez a déjà introduit le livre de Cheikh Anta Diop, les fondements économiques et culturels de l'État fédéral de l'Afrique noire, et dont le 3e chapitre propose un plan d'industrialisation. Et de la part des responsables africains, soit politiques ou bien d'institutions, on parle beaucoup de plans, mais jamais on ne cite ce plan d'industrialisation de Cheikh Anta Diop et à la création de l'Union africaine. Et Nkrumah a présenté un livre, Africa Must Unite, l'Afrique doit s'unir. Et dans ce livre, il propose aussi un chapitre sur l'industrialisation. Et notamment, voilà, en fait, cette réunion fondatrice de l'unité africaine s'est déroulée sur 2 jours. Et Nkrumah a fait un discours le premier jour et un autre discours le second jour. Et il y a un volume avec les textes fondamentaux du panafricanisme qui a été publié il y a à peu près 10 ans, mais qui publie seulement le discours de Nkrumah à la clôture de cette réunion fondatrice. Alors que le discours le plus significatif, plus pertinent sur l'industrialisation de l'Afrique, c'est le discours du premier jour, qui n'est pas connu. Et malheureusement, je n'ai pas pris l'initiative de rendre public ce discours. Et le hasard a voulu que j'ai la photocopie du discours que Nkrumah prononçait avec les corrections qu'il a apportées au texte d'origine. Bien sûr, c'est en anglais. Hein. Et voilà. Donc, vous dites que bon, le plan d'industrialisation de Nkrumah est connu. Et après, il y a eu les plans du NEPAD, mais le plan
et Cheikh Anta Diop n'est pas du tout connu. Hein. Et alors que le plan de Cheikh, pour moi, c'est beaucoup plus ambitieux que le plan de Nkrumah. D'abord, c'est beaucoup plus ancien parce que Cheikh a publié son livre en 1960. Mais ce livre qu'il a publié, ce n'est que la publication de conférences antérieures. Par exemple, en 58, attendez, en 58, il y a eu le congrès des auteurs, et je me demande même si ce n'est pas 56. C'est le premier congrès. Oui. Hein? Et là, il avait déjà présenté à ce congrès ce plan d'industrialisation de l'Afrique. Donc, son livre qui a été publié en 1960 nous faisait reprendre des plans qu'il avait déjà présentés depuis 1956. Donc, vous voyez que le plan d'industrialisation de Cheikh précède de très loin le plan d'industrialisation de Nkrumah. Et d'ailleurs, Nkrumah, dans son livre qui a été publié en 1963, ne cite pas du tout Cheikh Anta Diop et ne cite pas du tout également, je dirais que tout le passé glorieux égyptien de l'Afrique. Hein. Donc, il y a des lacunes dans la proposition de Nkrumah. Hein, bien sûr, et les générations africaines parlent plus de Nkrumah que de Cheikh. Mais il faut savoir qu'en matière d'industrialisation, en matière d'histoire, il y a des lacunes dans la pensée, dans les propositions de Nkrumah. Et voilà. Donc, en complément de l'introduction du livre de Cheikh Anta Diop, avec son plan d'industrialisation, et je vais vous lire je dirais une page du document de référence de la compagnie pour l'énergie en Afrique. Et ce document s'appelle Note de synthèse du projet Compagnie pour l'énergie en Afrique. Et donc, vous allez mieux comprendre la portée du plan de Cheikh Anta Diop et je dirais que le lien entre ce plan de Cheikh Anta Diop et le projet de la Compagnie pour l'énergie en Afrique. Voilà. Et donc, ce texte est intitulé « La nécessité d'infrastructures énergétiques préalables à l'industrialisation de l'Afrique. Disposer suffisamment de l'énergie sous toutes les formes utiles et nécessaires, avec ce que cela suppose d'infrastructures de production, de transport et de distribution, est nécessaire non seulement à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de la qualité de vie en Afrique, comme nous l'avions rappelé plus haut, mais aussi à toutes les activités économiques que suppose le développement économique, la production et la consommation des biens et des services marchands, et notamment l'industrialisation. Sachant que ces activités sont indispensables à la qualification de l'Afrique aux compétitions olympiques de l'industrialisation et de la mondialisation, qu'il n'est pas dans l'intérêt de la paix dans le monde qu'un continent tout entier reste économiquement marginalisé dans le monde, et que les nouveaux noms de la paix sont le co-développement, les droits de l'homme et la démocratie. À cet effet, le programme le plus clairvoyant d'industrialisation de toute l'Afrique noire qui ait jamais été conçu est celui proposé par Cheikh Anta Diop dès 1960 dans son ouvrage « Les fondements économiques et culturels de l'État fédéral de l'Afrique noire », mais qui malheureusement est resté jusqu'à ce jour lettre morte par manque de prise de conscience et de volonté politique de la part des responsables politiques africains en faveur de l'intégration régionale et continentale des problèmes économiques de leur continent. À partir de juillet 2001, ces responsables politiques ont essayé de rattraper le temps perdu en lançant le programme NEPAD, pour lequel les domaines prioritaires de l'industrialisation de l'Afrique consistent, je cite,
à construire et améliorer l'infrastructure, y compris les technologies de l'information et de la communication, TIC, l'énergie, les transports, l'eau, l'assainissement, promouvoir la diversité et de la production et des exportations, plus particulièrement au niveau des agro-industries, du secteur industriel, des mines, des minerais de qualité supérieure et du tourisme. Accélérer le commerce interafricain et améliorer l'accès au marché des pays développés. Fin de citation. En complément à ces priorités timides du NEPAD, compte tenu des prestations récentes de l'Inde aux compétitions olympiques de l'industrialisation et de la mondialisation, il est impératif de rajouter, comme autre domaine, je veux dire, une compagnie aérienne continentale de rang mondial, les industries de télétravail informatique et des logiciels, les industries automobiles, aéronautiques, pneumatiques et électrométallurgiques, spécialement dans le bassin du Congo, à cause de son potentiel exceptionnel d'énergie hydraulique abondante et bon marché, conformément au programme d'industrialisation de Cheikh Anta Diop. Donc ces compléments proposés au programme du NEPAD sont explicitement dans le plan de Cheikh Anta Diop. Donc c'est juste pour faire le lien entre le programme de Cheikh Anta Diop et la présentation et le texte de référence de la compagnie pour l'énergie en Afrique. Et donc, permettons d'arriver d'entrer dans le vif du sujet et de ma conférence. Et donc, les contributions des projets de la compagnie pour l'énergie en Afrique et du barrage hydroélectrique du Grand Inga. En introduction, qu'il me soit permis de laisser la parole aux deux figures les plus emblématiques, selon moi, des ambitions de l'Afrique en matière de science, de technologie, d'industrialisation et de développement durable à l'ère de la mondialisation. Compte tenu des atouts de l'Afrique comme l'origine et l'avenir de la mondialisation, comme non seulement le berceau de l'humanité moderne, mais aussi et surtout de la civilisation moderne, le berceau des arts, des sciences et des technologies, comme malheureusement ne le savent pas encore suffisamment d'Africains et d'Afro-descendants, dont la fierté pourrait en être requinquée face à ceux qui pensent à tort que l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire, ou qui proclament avec raison, mais en se trompant tout de même sur l'ordre, que toutes les cultures ne se valent pas, puisque tout le monde convient que la photocopie ne vaut pas l'original. Je vais parler du professeur Cheikh Anta Diop, l'éminent savant pluridisciplinaire africain dont l'université d'État de Dakar porte fièrement le nom, et du président Kwame Nkrumah, un des pères spirituels les plus méritants du panafricanisme et un des fils spirituels les plus dignes de Marcus Garvey, à qui l'Union africaine a érigé une statue devant son nouveau siège à Addis Abeba, inauguré le 28 janvier 2012. En effet, à la fin de l'introduction de son livre-programme, publié en 1960, et intitulé « Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire », Cheikh Anta Diop a écrit « Un plan rationnel d'industrialisation consiste à équiper d'abord les immenses sources d'énergie dont la nature a doté l'Afrique et à rendre ainsi possible tout le processus de développement. Au commencement est l'énergie, tout le reste en découle. » 3 ans plus tard, dans son discours
le premier jour, le 24 mai 1963, du sommet fondateur à Addis Abeba de l'Organisation de l'Union africaine, de l'unité africaine, le président Kwame Nkrumah a déclaré: nous avons les ressources, nous accumulerons le matériel industriel, nous pourrons créer des aciéries, des fonderies de fer et des usines. Nous ignorons les divers états de notre continent en créant des voies de communication. Nous étonnerons le monde avec notre puissance hydroélectrique. Il est du pouvoir de la science et de la technologie de faire fleurir le Sahara lui-même et de le transformer en un vaste champ cultivé porteur d'une végétation verdoyante pour notre développement agricole et industriel. On arrive au projet du Grand Inga. En effet, parmi les abondantes ressources énergétiques dont regorge l'Afrique, depuis les gisements d'hydrocarbures jusqu'au jugement d'uranium en passant par les bassins hydroélectriques, la plus remarquable du point de vue de son potentiel énergétique, de son impact sur le développement industriel et durable de tout le continent africain et même du Proche-Orient et de l'Europe, et enfin de ses atouts écologiques, est sans conteste le bassin d'Inga. Il est situé à l'embouchure du fleuve Congo, sur le corridor d'accès à la mer Atlantique de la République démocratique du Congo, séparant la République populaire du Congo de la République de l'Angola. Le bassin d'Inga comporte plusieurs sites. À côté du site de Inga 1, abritant depuis 1972 un barrage hydroélectrique d'une capacité de 351 MW, du site de Inga 2, abritant depuis 1982 un autre d'une capacité de 1424 MW, du site de Inga 3, en cours de développement, d'une capacité prévue de 4320 MW. Le site de loin le plus important est celui du Grand Inga, qui est encore vierge. Le barrage hydroélectrique qui est prévu est d'une capacité record de près de 40 gigawatts, soit le double de celle du plus grand barrage hydroélectrique actuel du monde, mis en service seulement en 2009, le barrage des Trois Gorges en Chine, et soit l'équivalent d'un parc de 40 centrales nucléaires de taille moyenne. Et grâce à un lac artificiel relativement peu étendu, et surtout à une chute d'eau de 155 mètres, donc avec très peu d'impact écologique, en comparaison de l'impact écologique du barrage chinois des Trois Gorges. Le joyau technologique du plus grand barrage hydroélectrique du monde, que devrait représenter le barrage du Grand Inga après son achèvement, en ferait donc à la fois la vitrine technologique et écologique de l'Afrique, la rampe de lancement de la fusée de l'industrialisation de tout le continent africain, une source inépuisable d'énergie et de lumière pour tous les peuples africains, dont plus d'un demi-milliard de personnes n'ont pas encore accès à l'électricité. Les études de faisabilité du Grand Inga ont déjà été faites par Enel, la compagnie internationale italienne d'électricité, en 1990 et 2005, par EDF en 1997, avec une étude de transport de la production du Grand Inga dans tous les pays d'Afrique, et même du Proche-Orient et du sud de l'Europe, par le système de transmission par interconnexion appelé HVDC. Le coût d'investissement pour ce projet du Grand Inga est estimé à 50 milliards de dollars pour la construction du barrage et 50 milliards de dollars pour le système de transmission, ce qui permettrait de réaliser le plus bas coût de production d'électricité au monde, soit 1 centime de dollar le kilowattheure, alors que cette production coûte 5 fois plus pour les grands barrages hydroélectriques, les centrales thermiques à charbon et les centrales nucléaires. 7 fois plus
pour les centrales thermiques à gaz, 30 fois plus pour les centrales thermiques au fioul, 15 fois plus pour les centrales à éoliennes et, tenez-vous, 100 fois plus que pour les centrales solaires. Il n'est donc pas surprenant que le projet du Grand Inga soit un des projets de la plus grande priorité, à la fois du programme NEPAD, c'est-à-dire nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, et du partenariat énergétique entre l'Afrique et l'Union européenne et du Conseil mondial de l'énergie. Cependant, le soutien politique le plus important enregistré par le projet du Grand Inga est sans discussion celui apporté par le sommet de G20 de Cannes des 3 et 4 novembre 2011, dont le document intitulé « Investir dans l'infrastructure des pays en développement » rapporte, je cite, « Le G20 a demandé aux banques de développement et aux panels de haut niveau d'identifier des projets selon les critères suivants. 1. Leur impact pour l'intégration régionale. 2. Le soutien politique au projet. 3. L'impact transformationnel, en particulier en matière de développement durable. Et 4. La maturité du projet. 5. La capacité institutionnelle des porteurs du projet. 6. Enfin, le caractère attractif du projet pour l'investisseur privé. À l'issue de ce travail, le G20 a décidé de mettre en avant 11 projets exemplaires, dont la réalisation, si les pays et organisateurs régionaux concernés le souhaitent, aura un effet décisif pour la croissance, l'intégration régionale et l'accès aux marchés internationaux. Ces 11 projets sont à la fois ambitieux compte tenu de leur impact potentiel et réalistes dans la mesure où ils peuvent être mis en œuvre de façon séquencée. Il s'agit de, en premier lieu, le site hydroélectrique d'Inga, en République démocratique du Congo, qui a le potentiel de générer 40 gigawatts à un coût 3 fois inférieur à celui des autres sources mobilisables sur le continent, en mobilisant des financements privés significatifs. Donc, de tous les projets de développement concevables au monde, celui du Grand Inga est reconnu par tous les décideurs politiques et économiques du monde comme le plus important. Voilà. Et j'en arrive à la présentation du projet de la compagnie pour l'énergie en Afrique. Pour sortir enfin le projet du Grand Inga des cartons où il dort depuis plus d'un demi-siècle, pour transformer l'énergie potentielle de la conception de ce projet en une énergie cinétique, faisant tourner les turbines de sa réalisation pour réussir enfin le montage financier nécessaire, pour arriver enfin à la construction de ce barrage et de son système de transmission, à l'exploitation de ce barrage et de son système de transmission au service des compagnies nationales d'électricité des pays bénéficiaires, pour arriver par la même occasion à l'exploitation et au développement de toutes les autres sources d'énergie dont regorge l'Afrique, au service de l'industrialisation, du développement durable de l'Afrique, de l'intégration économique, technologique et industrielle du continent africain, pour permettre surtout, et enfin, la maîtrise des technologies de l'énergie par les cadres africains, le développement des activités de recherche fondamentale, de l'innovation technologique en énergie en Afrique, le développement des activités de formation initiale et permanente à la culture de l'entreprise en Afrique, le NEPAD et les gouvernements africains, notamment celui de la Guinée équatoriale, soutiennent à fond le projet de création de la compagnie pour l'énergie en Afrique, dont votre serviteur est officiellement porteur depuis 2009.
C'est ça. Oui. Donc, et cette compagnie, et dont votre serviteur est officiellement porteur depuis 2009, et en ne ménageant pas ses efforts pour la promotion de cette création, à travers le long travail de lobbying politique, industriel et financier qui s'impose. Et tout le monde a assisté à tout le lobbying de Borloo pour un projet de banque qui serait au mieux une banque africaine de développement bis spécialisée dans l'énergie, mais qui serait contrôlée par lui et par les Européens, comme la Banque africaine de développement est contrôlée par les Américains. Et Borloo annonce officiellement qu'il veut réunir un fonds de 250 milliards de dollars. Et ce qu'aucun pays africain, même pas l'Afrique du Sud, ne peut débloquer pour des projets d'énergie. Donc ça veut dire que si Borloo réussit dans son lobbying, eh bien il va devenir le maître de l'Afrique. Donc ce que les Européens n'ont pas réussi à faire pendant la colonisation, c'est ce que Borloo veut réussir en devenant maître de l'Afrique. Il a même précisé que cette banque sera le guichet unique de tout l'investissement en Afrique en matière d'électricité. Ouais. Ok, et donc... oui, voilà. Ok, donc, le projet de Borloo, c'est dangereux pour la souveraineté de l'Afrique. Mais j'admire le lobbying qu'il fait. Eh bien, nous devons mettre un lobbying aussi efficace et en jeu en faveur d'un projet comme celui de la Compagnie pour les Afriques qui veut vraiment réaliser la souveraineté. Donc au lieu de se plaindre du néocolonialisme, essayons de faire mieux que les lobbyistes. Que le lobbyiste... d'accuser les autres. Oui, c'est ça. Et il faut donc expliquer que ce que Borloo fait, on peut admirer toute l'énergie qu'il met là-dedans, mais que ce n'est pas ce qui va résoudre les problèmes africains. Et donc ce projet de la compagnie est ouvert vraiment à tous les Africains. Oui. Et oui, voilà, donc je vous avais lu une page du document qui résume toute la vision de la compagnie. Donc, le document intitulé Note de synthèse du projet pour l'énergie en Afrique. Parce que un document plus complet et fait, beaucoup plus volumineux. Mais cette page que je vous avais lue résume déjà cette nécessité de mettre en place d'infrastructures d'énergie comme la centrale hydroélectrique du Grand Gard, comme préalable à l'industrialisation. Voilà. C'est ça. Donc, à propos de Borloo, nous devons retenir l'efficacité de son lobbying et essayer de créer un lobbying aussi efficace et plus efficace en faveur de ces projets, à la fois de la réalisation du Grand Inga et donc de cette compagnie avec toutes les missions que je viens de lire. Et comme les missions sont multiples, la mission de la compagnie qui me tient le plus à cœur, c'est la maîtrise des technologies par les cadres africains. Voilà. Bon, vous savez qu'on exploite par exemple le pétrole en Afrique depuis plus de 50 ans. Mais vous ne verrez aucun cadre africain dans les rouages de l'exploitation du pétrole. Pourquoi? Parce que le pétrole africain est pillé. Et il y a un livre, Silence on pille. Oui, et il n'y a aucun cadre. En 50 ans d'exploitation du pétrole africain, il n'y a aucun cadre africain. Donc ça veut dire que si on veut qu'un jour les Africains maîtrisent toutes les technologies de l'énergie, depuis les hydrocarbures jusqu'à l'énergie nucléaire, et en passant par le solaire, tout, on ne doit pas aller quémander cela
dans les sociétés créées par les autres. Nous devons créer notre propre société industrielle, hein, et donner la priorité à la maîtrise technologie par les cadres africains. Et ça ne veut pas dire que cette compagnie va se couper de la coopération internationale. Bon, la Chine maîtrise toutes les technologies, mais la Chine a réussi un transfert de technologie. Hein. Et donc ce cadre de la compagnie pour l'énergie, c'est indispensable pour espérer qu'au bout de cet état, j'espère qu'au bout de 10 ans de son lancement, il y aura suffisamment de cadres africains qui maîtrisent toute cette technologie et pour que nous puissions suivre l'exemple de la Chine. En tout cas, sans la mise en place d'un tel cadre industriel, jamais les cadres africains auront accès à cette technologie. Je dirais que pour moi, cet objectif de la maîtrise des technologies est plus important que la construction du barrage du Grand Inga. Hein, parce que une fois que c'est fait, c'est fait. Alors que quand des cadres africains vont maîtriser toutes les technologies, je précise, depuis les centrales hydrauliques jusqu'au nucléaire. Au nucléaire. Hein. Ah oui. Hein. Et vous savez, Nkrumah avait lancé un programme nucléaire dans les années 60 et qui a été, bien sûr, arrêté avec, disons, coup d'État qu'il a fait partir en 66. Et bien, il y a quelques mois, le gouvernement ghanéen a obtenu le feu vert de l'Agence internationale pour l'énergie nucléaire pour relancer son programme nucléaire. Voyez, nous avons perdu plus de 50 ans dans le domaine de l'énergie nucléaire. Et à l'époque, il y avait un grand physicien ghanéen qui était spécialiste de l'énergie nucléaire. Et Cheikh Anta Diop, d'ailleurs, avait été formé aussi à cette technique du nucléaire. Et c'est pour cela qu'il a créé son laboratoire de carbone 14. Mais nous avons perdu beaucoup de temps. Et nous avons perdu plus de 50 ans. Et le seul moyen de pouvoir maîtriser cette technologie, c'est de créer ce cadre industriel qui à la fois réalise le Grand IGA et commercialise l'énergie produite, mais pour moi, la mission la plus importante, c'est la formation de cadres africains, tout en étant ouvert à la coopération internationale qui est indispensable. Hein. Oui. Malheureusement, les maîtres de la technologie aujourd'hui, ce ne sont pas les Africains, ce sont d'autres. Donc nous ne pouvons espérer arriver à la maîtrise de la technologie que par un transfert technologique, que par une coopération technologique. Oui. Donc, à l'inauguration, hein, je continue la présentation donc, du projet de la compagnie pour l'énergie en Afrique. À l'inauguration le 22 janvier 1966 du barrage hydroélectrique d'Akosombo au Ghana, d'une capacité 40 fois inférieure à celle du Grand Inga, son promoteur, le président Kwame Nkrumah, a donné un témoignage poignant sur le long travail de lobbying qui lui était nécessaire, tout président du Ghana qu'il était, pour parvenir à concrétiser son projet de barrage, en déclarant ceci, je cite Nkrumah: le financement du projet du barrage d'Akosombo faisait intervenir plusieurs gouvernements et institutions internationales. Son aboutissement était largement dû à la sympathie et à la compréhension du regretté président Kennedy. Il avait une grande foi dans le projet de la Volta. C'était caractéristique de Kennedy que malgré l'opposition des forces conjointes de son cabinet et du Congrès, il a mis tout son poids dans la balance. En effet, à un moment donné, il était tout seul dans son cabinet à soutenir ce projet. Et ce témoignage de Nkrumah sur l'engagement personnel de Kennedy dans la réalisation du barrage d'Akosombo, c'est d'autant plus touchant que Nkrumah est réputé être
disons, un sympathisant, et non seulement socialiste, mais marxiste, et tourné vers les pays de l'Est. Mais en fait, Nkrumah était pragmatique. Et Nkrumah était aussi bien tourné vers les Américains que vers les Russes. Et personne ne sait, bien, ce commerce très utile que Nkrumah a entretenu avec Kennedy. Et le fait que Kennedy soit retrouvé tout seul à défendre un projet, parce que vous savez que, bon, vous entendez pas dans l'information comment le Congrès met le bâton dans les roues à Obama, par exemple, quand il veut établir la sécurité sociale au profit des plus démunis en Amérique. Donc Kennedy apparemment était en but aux mêmes embûches par le Congrès. Mais Kennedy a tenu bon, et malgré, et donc c'est ce que révèle Nkrumah dans ce témoignage, que malgré l'opposition de tout son Congrès, non seulement l'opposition du Congrès, mais de son propre cabinet. Nkrumah nous apprend que dans le propre cabinet de Kennedy, tout le monde était contre ce projet, en tout cas que l'Amérique mette l'argent dans ce projet. Et le Congrès, on ne sait pas, c'est presque par magie que Kennedy a réussi à quand même financer ce projet. Donc c'est un témoignage très précieux, très touchant de la part de Nkrumah. En fait, Nkrumah a prononcé ce discours exactement un mois avant ce coup d'État. Donc, c'est l'un des derniers actes posés par Nkrumah en tant que président. Non seulement l'inauguration du barrage, mais le témoignage qu'il a donné sur tout le lobbying qui lui a été nécessaire pour réaliser le barrage d'Inga. Donc, ça nous donne une idée du lobbying que tout le monde doit contribuer à faire pour qu'on puisse construire ce barrage et donc à mettre en place cette compagnie, à rendre cette compagnie opérationnelle. Voilà. Et compte tenu de ce témoignage et comptant sur les puissances pétrolières africaines pour garantir un financement endogène africain du barrage hydroélectrique du Grand Inga, nous espérons donc vivement que les projets du barrage du Grand Inga et de la Compagnie pour l'énergie en Afrique bénéficieront de la part des présidents africains les plus influents et les plus panafricanistes d'un soutien aussi fort et aussi efficace que ceux des présidents américains Eisenhower et Kennedy au projet de barrage d'Akosombo. Nous espérons aussi vivement que ce soutien espéré des présidents africains les plus influents et les plus panafricains sera soucieux de l'initiative, de la maîtrise africaine des projets du Grand Inga et de la Compagnie pour l'énergie d'Afrique, conformément à la déclaration suivante de l'ancien dirigeant du Conseil mondial de l'énergie, Clérici, à la fin de sa communication au Forum international sur le projet du Grand Inga organisé par le Conseil mondial de l'énergie à Gaborone, au Botswana, les 16 et 17 mars 2007. Je cite: « Permettez-moi de conclure sur Grand Inga pour l'Afrique par l'adage latin Per aspera ad astra, que l'on peut traduire par les chemins de difficulté, parvenir jusqu'aux étoiles, s'élever des difficultés jusqu'aux étoiles. Mais pour y parvenir, votre volonté politique à vous, pays africains, est essentielle. Inga doit être un bébé africain. Le Conseil mondial de l'énergie et l'institution peuvent essayer d'aider et d'agir comme des facilitateurs. La conception, la naissance et la croissance du bébé est votre affaire et vous en êtes le père et la mère pour le bénéfice des futures générations africaines.
et pour leur meilleure qualité de vie. Et c'est un Européen, un Italien, qui donne cette leçon aux Européens, non aux Africains, en disant que c'est aux Africains de prendre à bras le corps ce projet et de le réaliser, les autres de pouvoir être des facilitateurs. La Compagnie pour l'énergie en Afrique offre également aux Africains français, offre, je dirais, à tous les Africains et à tous les Afro-descendants du monde entier, en particulier des Antilles, de la Guyane, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, d'actualiser et de porter à son achèvement le rêve économique de Marcus Garvey, au service de la prospérité économique de tous les Noirs de la diaspora et de l'Afrique mère, qu'il a inauguré avec la création en juin 1919 de son emblématique compagnie maritime Black Star Lines et la création en août de la même année de la Negro Factories Corporation, c'est-à-dire la société des manufactures noires. En effet, d'après l'historien africain T.T.V. Godwin, dans son livre Marcus Garvey, père de l'unité africaine des peuples, et le but premier de cette société est d'installer et de faire fonctionner des entreprises dans les grands centres industriels des États-Unis, d'Amérique centrale, des Antilles et d'Afrique, pour y fabriquer tout produit commercialisable. Donc c'est le but de cette compagnie créée par Marcus Garvey. Cependant, toujours d'après T.T.V. Godwin, et dans son livre cité, c'est la compagnie maritime et Black Star Lines qui devait relier la côte est des États-Unis aux Caraïbes et à l'Afrique, qui, plus que n'importe quelle autre création, captive l'imagination des Africains et des Afro-Américains. En effet, partout où les vaisseaux de la Black Star Lines ont pu se rendre, ils ont été salués par des scènes d'enthousiasme populaire. À La Havane, Cuba, un bateau de cette compagnie fut couvert d'une pluie de fleurs et de fruits. À Bocas del Toro, au Panama, des milliers de travailleurs désertèrent leur emploi pendant toute une journée pour voir la SS Frederick Douglass. Donc la compagnie, le bateau de cette compagnie de Marcus Garvey. Ils amenèrent des cadeaux de fleurs et de fruits et dansèrent sur le pont du bateau. Au sud de la Californie, aux États-Unis, des gens louèrent un train spécial pour se rendre au port de Charleston le jour où un navire de la Black Star Line y fit escale. Pour atteindre son objectif principal, qui est la construction et la gestion du barrage hydroélectrique du Grand Inga, la Compagnie pour l'énergie en Afrique doit parvenir, avec la médiation d'une EHPAD, à trouver à temps un terrain d'entente avec le gouvernement sud-africain. Tenté depuis 2011 de faire une OPA sur le projet du Grand Inga au profit uniquement de la République démocratique du Congo et de la République sud-africaine, au détriment du développement industriel et durable de tout le continent africain, qui a motivé la conception et la création de la Compagnie pour l'énergie en Afrique. Et c'est un réel danger pour ce projet dont rêvait Cheikh Anta Diop. Parce que depuis 2013, un projet de coopération entre la RDC et l'Afrique du Sud a été ratifié par le Parlement actuel. Donc qui offre tous les droits à l'Afrique du Sud d'exploiter le barrage du Grand Inga, mais uniquement au profit de l'Afrique du Sud. Donc il faut absolument que tous les Africains se lèvent pour dire non. C'est de l'égoïsme. Et un projet qui non seulement appartient à toute l'Afrique, mais qui est le fer de lance de toute l'Afrique et risque d'être détourné par l'Afrique du Sud toute seule. Bon, mais ce que des parlementaires ont fait, eh bien, le Parlement peut aussi le défaire. Donc, ce n'est pas du tout une fatalité, cette ratification par le Parlement. Bon, vous savez que cette année, il y aura des élections présidentielles en RDC
qui seront sans doute suivis d'élections législatives. Et donc, il faudrait profiter de cette campagne pour sensibiliser les responsables politiques de RDC à, je dirais, le caractère inadmissible de cette OPA qui est prévue. Bien sûr, l'Afrique du Sud n'a pas les moyens économiques tout seul pour réaliser, mais elle compte sur la Chine pour financer cette réalisation. Donc, c'est un des dangers pour ce projet panafricain du Grand Inga. Oui. Parce que si le Grand Inga est réalisé et uniquement au profit d'un pays, ça ne sert à rien pour l'Afrique. Donc le financement de la Chine, c'est également une dépendance de l'Afrique du Sud vis-à-vis de la Chine. Il y a Chine. Donc on accroît ici, les dépendants de l'Afrique, alors que par un cofinancement, les pays pétroliers africains peuvent très bien dégager les sommes nécessaires. Par exemple, en fait, l'Afrique du Sud a dit qu'elle est prête à mettre 20 milliards sur la table. Et que pour le reste, elle va se débrouiller, soit entendu, avec la Chine. Eh bien, la solution, c'est que l'Afrique du Sud apporte ces 20 milliards. Qu'on demande aux autres pays pétroliers africains, comme le Nigeria, comme l'Angola, et comme la Guinée équatoriale, de mettre chacun ces 20 milliards au Gabon, et puis, voyez, c'est réglé. Au lieu d'accroître la dépendance de l'Afrique par rapport à la Chine, et de faire un projet égoïste qui prive les autres pays africains de décider, mais il faut se battre pour d'abord stopper cette volonté de l'Afrique du Sud de dénaturer le projet de la conception panafricaine du grand barrage, et ensuite faire pression sur les pays africains, les plus capables, c'est-à-dire les puissances pétrolières africaines, pour cofinancer. Et moi je souhaite que ce financement de 100 milliards se fasse sans du tout faire appel à la Chine, à personne que ce soit. Voilà. Non, ça fait 50 ans qu'on exploite du pétrole en Afrique, mais s'il le faut, il faudrait nationaliser cette exploitation du pétrole africain qui ne profite aucunement. Par exemple, c'est ce qu'a fait le président de Colombie quand il est venu au pouvoir, et le pétrole était exploité uniquement par des compagnies américaines, il a nationalisé. Oui. Donc, bon, ok. Et moi je dirais que, vous voyez, le combat, non, le terrain le plus pratique de combat du panafricanisme, c'est ce terrain. Parce que c'est économique. Et c'est à la fois économique et politique. Il faut faire pression. Par exemple, dans l'année qui vient avant l'élection en RDC, il faut que, dans la campagne, il faut faire entendre. Et il faut que des voix se fassent entendre pendant cette campagne pour dire que ce torchon-là qui a été signé entre l'Afrique du Sud, il faut absolument, je dirais, abroger cela. Mais il faut que ça résulte d'un débat. Et il y a, on nous a suggéré de créer spécialement une ONG reconnue par l'ONU, qui pourrait faire du lobbying sur le plan international, pas seulement en RDC, pour que le projet de GRA se réalise au bénéfice de toute l'Afrique. Et bon, malheureusement, on n'a pas encore officiellement créé cette ONG, parce que cette ONG devrait, je dirais, porter le débat dans le débat de la campagne présidentielle en RDC. Mais nous avons déjà pensé au nom de cette ONG, comme on l'appelait, Grand Inga pour tous. Voilà, Grand Inga pour tous. Et s'opposer fermement, je dirais, au détournement du Grand Inga par l'Afrique du Sud. Et derrière l'Afrique du Sud, la Chine. Oui, voilà. La Chine, oui. Et bon, j'en arrive à la conclusion, juste la conclusion. Et conformément au rêve panafricain de Marcus Garvey, Kwame Nkrumah et Cheikh Anta Diop, et au-delà du développement industriel durable de tout le continent africain, l'objectif final ayant motivé la conception de la Compagnie pour l'énergie en Afrique est l'intégration économique et industrielle de tout le continent africain, en vue d'accélérer de cette manière